Bonjour, je m'appelle Monsef Riali. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hyponatrémie et péripartum. En termes, j'ai fait une semestre d'anesthésie dans le service du professeur Mercier actuellement et j'ai été encadré par le docteur Le Gouez, Agnès, qui est présente ici. Donc pour commencer, on va parler d'un cas clinique qui est arrivé chez nous en début de semestre. Donc c'est Madame S, une patiente de 32 ans, une deuxième part, qui n'avait pas d'antécédent particulier. On est à J2, une césarienne pour prééclampsie sévère sur une protéinurie supérieure à 3 grammes, avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal à 28 semaines d'aménorrhée. Donc on est appelé à J2 dans la matinée pour un manque d'humo, alors que la patiente était décrite complètement normale sur le plan neurologique 1 heure auparavant. Et quand on arrive, effectivement, il y a une aphasie quasiment complète. La patiente nous disait que oui, la compréhension semblait conservée, elle répondait aux ordres simples type bouger le bras, etc. Il n'y avait aucun déficit sensitivo-moteur, les réflexes étaient normaux, pas de signe d'HTIC, pas de fièvre, pas d'atteinte des pertes crâniennes, etc. Les constantes étaient sans particularité, notamment la glycémie qui était complètement normale. À l'examen cardiovasculaire, on a des œdèmes modérés qui prennent le godet, qu'on pense probablement en lien avec sa prééclampsie. Dans ce contexte, on envoie rapidement un bilan sanguin, on décide de réaliser une IRM cérébrale en urgence pour éliminer une urgence vasculaire, et on fera aussi un EEG sur avis neurologique. Donc dans la suite, à la biologie, on a effectivement une natrémie très basse, à 116 mmol par litre contre 133 la veille. Et le reste du bilan se caractérise notamment par un début de HELP avec une anémie qui s'aggrave et un début de cytolyse et des stigmates d'hémolyse avec une apto effondrée, des LDH élevés à 334, des plaquettes qui diminuent. On la transfère immédiatement en salle de réveil après l'IRM qui, elle, reviendra complètement normale. Et on débute la perfusion de sérum salé hypertonique à 3%. À ce moment-là, en parallèle, sur l'avis neurologique, on décide de réaliser un électroencéphalogramme. Et lors de la stimulation lumineuse intermittente, la patiente va réaliser une crise tonico-clonique généralisée qui sera contrôlée après 1 mg de clonazepam. La patiente arrête de convulser et on réalise juste après une dose de charge de sulfate de magnésium 4 g dans le diagnostic différentiel de crise d'éclampsie. Suite à sa crise, la patiente ne reprend pas une conscience satisfaisante et elle est en état d'agitation psychomotrice importante, sans aucun contact. À ce moment-là, on décide de l'endormir et on l'intube avec une pause de cathé ensuite et un transfert en réanimation. Donc là, maintenant, on s'est intéressé à pourquoi c'est arrivé. Donc on va parler d'hyponatrémie dans le contexte du péripartum. Pour ça, je vais d'abord parler un peu de l'hyponatrémie de manière générale. On ne peut pas parler d'hyponatrémie sans parler du bilan hydrique et du bilan osmotique. L'eau, ça représente environ 60% du poids corporel et on divise ça classiquement en secteur extracellulaire et secteur intracellulaire. Le secteur extracellulaire, ça va représenter un tiers du poids en eau, soit 20% du poids total, et le secteur intracellulaire, 40%. Dans ce secteur-là, on a des ions, des molécules et de l'eau qui s'échangent à travers les membranes. On va parler d'osmolalité, qui représente en quelque sorte la concentration en molécules et ions dits efficaces, c'est-à-dire qui ne passent pas facilement la membrane entre les deux secteurs. Et l'osmolalité est une valeur régulée par l'organisme, elle est en général autour de 285 milliosmoles par kilo. Pourquoi on parle d'osmolalité et pas de natrémie? En réalité, quand on dose anatrémie, la valeur qui nous intéresse, c'est l'osmolalité. On dose anatrémie en routine parce que c'est le principal cation extracellulaire, que c'est facile à doser en comparaison avec l'osmolalité qui met plus de temps et coûte plus cher. Mais c'est une estimation. Il y a d'ailleurs des formules d'estimation de l'osmolalité à partir de la natrémie et de la glycémie notamment. L'osmolalité va être régulée notamment par le rein, par le biais de l'ADH qui est une hormone sécrétée à partir de l'hypothalamus puis de la post-hypophyse et qui, l'ADH, va être stimulée selon deux types de stimulus. Soit un stimulus dit barométrique qui correspond à la pression artérielle, donc correspondant en quelque sorte à la volémie, soit un stimulus dit osmotique qui correspond concrètement à l'osmolalité. Donc en situation d'hyperosmolarité, l'ADH va être sécrété afin d'augmenter la réabsorption d'eau et de diminuer cette osmolalité. Il y a évidemment d'autres organes qui rentrent en jeu. Il y a des échanges, que ce soit d'eau ou de molécules par la peau, par les poumons, au niveau du système digestif, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut avoir une hyponatrémie? L'hyponatrémie fait suite à un bilan hydrique supérieur au bilan osmotique, que ce soit par une perte en osmole ou par un apport excessif en eau, un apport ou un défaut d'élimination en eau. Quand on a une baisse de l'osmolalité, ça se fait d'abord dans le secteur extracellulaire et ça suit immédiatement par un transfert d'eau pour équilibrer l'osmolalité du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Dans ce cas-là, on dit qu'on a une hyperhydratation intracellulaire et qui peut être, selon les causes, associée à une déshydratation extracellulaire, à une volémie ou bien à une hyperhydratation extracellulaire, selon le stock en sodium.
Les causes, je les ai résumées ici. En général, donc, comme je vous l'ai dit, même en cas de fonction rénale normale, on peut avoir une hyponatrémie qui apparaît quand on a un bilan hydrique très supérieur au bilan osmotique. On le voit par exemple dans le Tientos syndrome, où les apports osmotiques sont faibles, dans la potomanie, où au contraire les apports hydriques sont énormes. Et dans les cas de pathologiques, on peut avoir dans l'insuffisance rénale chronique une excrétion d'eau diminuée, même avec une ADH adaptée quand elle est diminuée, une ADH augmentée, qui peut ici aussi être appropriée en cas d'hypovolémie vraie. Si on peut avoir une hypovolémie vraie alors qu'on a une hypoosmolalité. Dans ce cas-là, si l'hypovolémie est importante, le stimulus barométrique de l'ADH prendra l'ascendant et on aura une sécrétion d'ADH alors même qu'on est en hypoosmolalité. Et enfin, il existe aussi des sécrétions inappropriées d'hormones antidiurétiques, notamment dans le cas de pathologies cérébrales, pulmonaires, dans certaines prises médicamenteuses. Voilà. Et nous, on va s'intéresser également au dernier point, qui est un abaissement anormal ou normal selon la situation du seuil de sécrétion de l'ADH qu'on peut voir pendant la grossesse. Ça me permet de faire le lien. Pendant la grossesse, l'anatrémie va diminuer. Je vais parler plutôt de l'osmolalité de manière générale, comme ça représente à peu près la même chose. Dans cette étude de 81 de Davison, ils ont juste concrètement dosé l'osmolalité plasmatique chez des femmes en préconceptionnel puis en post-conceptionnel, et l'osmolalité est diminuée d'environ 10 milliosmoles par kilo dès le début de la grossesse. L'anatrémie, quant à elle, d'environ 5. La question, c'est pourquoi. Il y a plusieurs mécanismes qui vont entrer en jeu. La première, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une baisse du seuil de sécrétion de l'ADH. Dans cette étude également de Davison en 1988, ils ont pris 8 parturientes, d'abord en préconceptionnel, puis en post-conceptionnel durant la grossesse au premier et troisième trimestre. Et ils ont perfusé d'une sérum salé à 0,9%, donc légèrement hypertonique, pour faire varier leur osmolalité. Et en parallèle de cela, ils dosaient l'ADH plasmatique. Et on voit très bien dans cette figure qu'en comparaison à avant la grossesse, ici, le seuil de sécrétion de l'ADH baisse également d'environ 10 milliosmoles par kilo. Donc il y a une ADH qui est sécrétée plus précocement chez la parturiente, participant forcément à la baisse de l'osmolalité plasmatique par une majoration de la réabsorption en eau. Maintenant, est-ce que c'est la seule cause? Non. Par exemple, cette étude en 85 est réalisée chez des rats de Brattleboro, donc c'est des rats qui n'ont pas d'ADH du tout, donc qui ont un diabète insipide entre guillemets physiologique. Chez ces rats-là, on observe également une baisse de l'osmolalité plasmatique, durant la grossesse, ici de 20 milliosmoles par kilo, montrant bien qu'il existe forcément d'autres facteurs que la sécrétion de l'ADH pour baisser l'osmolalité plasmatique durant la grossesse. Quels sont ces facteurs? Il existe probablement une diminution du seuil de soif chez les parturientes. Ici, ils avaient demandé, c'est la même étude que tout à l'heure, ils avaient demandé durant la perfusion de sérum salé aux patientes de progressivement grader sur une EVA leur sensation de soif, leur permettant d'établir un seuil de soif pour ces patientes qui était diminué également d'environ 10 milliosmoles par kilo. Donc il y a une diminution du seuil de soif. Il y a un autre mécanisme qui est mis en avant, c'est un potentiel effet antidiurétique de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est également une hormone sécrétée par l'hypothalamus puis par la posthypophyse, et elle présente une grande similarité pharmacologique avec l'ADH. Dans cette étude, réalisée chez des rats de Brattleboro, encore une fois, qui n'ont pas d'ADH, donc qui ont un diabète insipide naturel, ils ont tenté de perfuser de l'ocytocine au taux de 2,5 unités par heure pour observer les effets sur l'osmolalité plasmatique, l'osmolalité urinaire et la consommation en eau. Et on voyait très bien, vous le voyez ici, que la concentration urinaire, l'osmolalité urinaire, augmentait très rapidement suite à la perfusion chronique d'ocytocine. Donc il y a un effet antidiurétique de l'ocytocine. Ce qui s'est posé comme question également, c'est sur quel récepteur jouait l'ocytocine. Est-ce que c'était sur ses propres récepteurs à elle, ou bien sur les mêmes récepteurs que l'ADH, avec un mécanisme du coup de similarité pharmacologique. Et effectivement, dans une étude réalisée en 2008 que je ne vais pas détailler, ils ont prouvé que c'était lié aux récepteurs de l'ADH. Donc l'ocytocine agit sur les mêmes récepteurs que l'ADH et exerce donc sa même action, qui est d'augmenter les taux d'aquaporine sur les membranes des cellules du canal collecteur, qui permettent d'augmenter la réabsorption d'eau libre et donc de diminuer l'osmolalité plasmatique. La dernière proposition, j'ai oublié de vous dire, et les taux d'ocytocine sont augmentés pendant la grossesse. Sur le tableau de gauche, c'est 10 parturientes qui ont été suivies avec des dosages réguliers d'ocytocine durant la grossesse. Et en fin de grossesse également, là c'est différentes phases de la fin de grossesse, ici c'est à terme, ici c'est en première phase de travail, ici en deuxième phase de travail, et ici en postpartum, et les taux d'ocytocine augmentent drastiquement, et également la fréquence de la sécrétion pulsatile d'ocytocine
chez ces parturientes-là. Le dernier mécanisme, pardon, voilà. Le dernier mécanisme, ce serait la sécrétion de la relaxine. La relaxine, c'est une hormone polypeptidique qui est sécrétée par les ovaires durant la grossesse, qui a été décrite entre les années 1920. Et initialement, elle a été décrite pour ses effets de relaxation des ligaments pelviens et du col pour préparer les parturientes à l'accouchement. C'est sécrété en deuxième moitié de grossesse, ici chez des rats. Ça diminue drastiquement en postpartum. Et surtout, dans cette étude pareille de 1998, quand on injecte de la relaxine chez des rats à des doses progressivement croissantes, on augmente de manière statistiquement significative leur consommation en eau. Donc il y a probablement également un effet de cette relaxine sur la consommation d'eau des parturientes durant le péripartum, enfin durant la grossesse. Donc au total, il y a de nombreux changements qui semblent participer à cette hyposmolarité physiologique chez la femme enceinte. Donc la parturiente serait probablement plus sensible à des stimulus qui viendraient varier l'osmolarité plasmatique, et durant le péripartum, on va le voir, il existe de nombreux stimulus qui vont venir jouer sur l'osmolalité. Pour parler de ces facteurs-là, je vais parler de cette étude suédoise, c'est une étude de 2008, c'est la seule étude prospective qu'on ait à ce sujet, de 287 parturientes qui ont accouché soit par voie basse, soit par césarienne en urgence, et parmi ces parturientes, on avait 21 qui ont eu une hyponatrémie inférieure à 130 mmol par litre. Ils ont baissé le seuil de 5, étant donné que la natrémie baisse de 5 durant la grossesse. Donc soit une prévalence quand même importante de 5,5% des parturientes qu'ils ont suivies. Et le premier facteur de risque qu'ils ont retrouvé, c'est le volume des apports liquidiens durant le travail. En effet, ils ont trouvé une relation linéaire entre les apports liquidiens, que ce soit par voie orale ou intraveineuse, et la natrémie juste après la délivrance. Ils ont divisé les parturientes en 3 groupes différents, celles qui avaient reçu moins d'1 litre d'apport liquidien, celles entre 1 et 2,5 litres, et celles de plus de 2,5 litres. Et au-dessus de 2,5 litres, il y avait un quart des parturientes, on voit ici, qui avaient une hyponatrémie. Ça a augmenté l'odd ratio à 27 par rapport aux parturientes qui avaient reçu seulement 1 litre d'apport liquidien durant le travail. Globalement, c'était divisé dans cette étude, les apports liquidiens, en 2 tiers d'apports oraux, 1 tiers d'apports intraveineux. Et on retrouvait d'ailleurs que dans le groupe plus de 2,5 litres, avait tendance à avoir reçu plus d'apports hypotoniques, type glucosé. Les autres facteurs de risque que cette étude met en évidence, c'est la durée du travail, la nulliparité, la césarienne sous stagnation et les accouchements en voie basse instrumentale. Les facteurs non significatifs retrouvés, c'est l'anesthésie péridurale et l'ocytocine intraveineuse, malgré son potentiel effet antidiurétique dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs explications qui peuvent être ajoutées. La durée du travail et la nulliparité est probablement liée également à un biais lié aux apports. Effectivement, plus le travail est long, plus on a d'occasion entre guillemets d'apporter des apports liquidiens, que ce soit par la bouche, par la patiente elle-même, ou bien en intraveineux. Et la nulliparité augmente statistiquement la durée du travail. Il y a des questions qui sont posées également sur l'effet de l'hyponatrémie sur la mécanique obstétricale. Il n'y a pas d'évidence encore dessus, mais pour expliquer également les césariennes sur stagnation et les accouchements voie basse instrumentaux, même si ceux-ci peuvent également être liés à la durée du travail. L'ocytocine intraveineuse, il y avait une tendance, elle n'était pas significative. La question c'est est-ce que les doses sont insuffisantes pour avoir un effet significatif chez l'être humain, ou bien est-ce que la puissance de l'étude était insuffisante? C'était la seule étude qu'on avait en prospective, le reste c'est surtout des case reports et une étude rétrospective de 1980, mais qui ne cherchait pas vraiment d'association. Maintenant, je voudrais parler de la prééclampsie et de l'hyponatrémie, parce que c'est un sujet à part entière. Jusqu'en 2016, il n'y avait pas vraiment d'études, pareil, c'était que des case reports. Il y en avait quand même un qui avait nécessité 2 séances de dialyse sur l'hyponatrémie. Donc je voulais parler maintenant de cette étude qui est parue en 2016, c'est une étude américaine, rétrospective de 2013 à 2014, unicentrique, qui avait suivi, qui a recherché 332 grossesses avec prééclampsie. Dans ce groupe-là, il y avait 32 hyponatrémies, soit une prévalence de 9,7%. Il n'y avait pas de groupe contrôle, donc on ne peut pas affirmer qu'il y ait plus d'hyponatrémie parmi les prééclamptiques, mais ça semble supérieur à ce qu'on observe dans la littérature tout de même. Voilà, ça c'est les caractéristiques initiales des patientes. Dans le groupe hyponatrémie, il y avait des patientes plus âgées, plus de grossesse gémellaire, plus de fécondation in vitro, qui sont d'ailleurs des facteurs de risque de prééclampsie. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est que dans le groupe hyponatrémique,
on avait beaucoup plus de prééclampsie sévère. Donc c'est tous des patients prééclamptiques, mais parmi les hyponatrémiques, on avait plus de prééclampsie sévère. J'ai remis les critères ici à titre de rappel. Plus de cytolyse hépatique, ça va avec, plus d'insuffisance rénale aiguë, un syndrome œdémateux initial plus fréquent et des prééclampsies plus précoces. De cette étude, on a l'impression que l'hyponatrémie semble associée à la prééclampsie et aussi à sa sévérité. On a également, juste pour confirmer, une autre étude qui est parue cette fois-ci en 2022, une étude israélienne. Je vous ai remis le tableau des résultats parce que à la fois ça confirmait un peu les résultats sur l'association entre l'hyponatrémie et la sévérité de la prééclampsie, mais également parce qu'ils avaient quelques outcomes néonataux, notamment l'admission néonatale en réanimation qui était supérieure dans le groupe hyponatrémie. Donc encore une fois, l'hyponatrémie semble être associée à la prééclampsie et sa sévérité. La question, c'est pourquoi? Quelles sont les physiopathologies qui pourraient expliquer cette association? La première explication, c'est lié à une potentielle altération de la fonction placentaire. Une altération de la fonction placentaire. Le placenta, durant la grossesse, sécrète en quantité importante de la vasopressinase, qui est une enzyme qui va diminuer l'action de l'ADH, qui va la catalyser concrètement. Et dans la prééclampsie, on aurait une altération de la fonction placentaire qui diminuerait sa sécrétion de vasopressinase et donc augmenterait du coup les taux d'ADH par diminution de son catabolisme. L'autre explication qui est en général mise en avant dans les différents case reports et les différentes études, ce serait une majoration du stimulus volémique de l'ADH, parce que même si la prééclampsie, les patients prééclamptiques sont souvent en hyperhydratation extracellulaire, elles présentent également fréquemment une hypovolémie efficace par un phénomène de fuite vasculaire. Il y a une diminution par des facteurs inflammatoires et des protéines sécrétées par le placenta, des cadérines qui sont les protéines jonctionnelles entre les cellules endothéliales. Ça participerait du coup à une fuite vasculaire et donc une hypovolémie efficace qui augmenterait le stimulus barométrique de l'hormone antidiurétique. Voilà les deux explications mises en avant. On peut également, durant le péripartum, avoir des élévations d'ADH liées au stress et aux douleurs, comme dans cette étude de 1978. On observait des taux plasmatiques d'ADH bien plus élevés chez des patients douloureux. C'était des urgences chirurgicales qui prenaient les patients tout venant, les classaient en douloureux et non douloureux et dosaient leur ADH. Et on observait des taux d'ADH supérieurs chez les patients douloureux. L'autre facteur participant durant le péripartum, c'est les pertes osmolaires qui peuvent aboutir à un bilan hydrique et osmotique, donc les sudations, les vomissements, sans oublier l'effet du jeûne. Les patients, du coup, n'ont quasiment pas d'apport osmotique durant le travail, et par contre, elles gardent un apport en eau. On peut alors avoir un dépassement des capacités de dilution rénale et un équivalent d'une diétose syndrome qui participerait à l'hyponatrémie. Je vais parler rapidement du syndrome de Sheehan, qu'on connaît tous un peu. C'est une pathologie rare, c'est 1 cas pour 100 000 accouchements, en général dans le postpartum. L'explication physiopathologique, c'est une nécrose hypophysaire d'origine ischémique de l'hypophyse, en lien en général avec une hémorragie du postpartum. L'explication serait qu'en fin de grossesse et en postpartum, la taille de l'hypophyse est augmentée. Et l'hypophyse siégeant, entre guillemets, dans la selle turcique qui est indéformable, la perfusion en serait altérée. À ce moment-là, tout état de choc, donc notamment lié aux hémorragies de postpartum, pourrait participer à une ischémie. La clinique est en général très retardée, on retrouve tous les symptômes d'un panhypopituitarisme, et le mécanisme de l'hyponatrémie dans ce cas-là, ce serait l'insuffisance surrénalienne et l'hypothyroïdie centrale. L'autre syndrome que je voulais parler, c'est l'hypophysite lymphocytaire auto-immune. C'est extrêmement rare, c'est 1 cas pour 9 millions d'habitants. Dans 20% des cas, c'est lié à la grossesse et au postpartum. Ça peut être de causes primaires ou secondaires. En postpartum, en général, on dit que c'est primaire. Il y a des causes secondaires qui sont en augmentation ces temps-ci, liées en rapport avec les traitements oncologiques qui jouent sur l'immunité. Concrètement, c'est une maladie auto-immune avec une infiltration de l'hypophyse par des cellules lymphocytaires B et T, aboutissant pareil à un panhypopituitarisme. Il y a souvent une apoplexie pituitaire et des céphalées associées. L'IRM est pathologique dans 90% des cas. Voilà, on n'a pas beaucoup encore de traitements mis en place à part les traitements substitutifs, les corticoïdes et parfois une chirurgie exceptionnelle. Pour ce qui est du diagnostic et de la prise en charge, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité ni sur la clinique ni sur la conduite diagnostique chez la femme enceinte, à part, au vu des associations qu'on a retrouvées dont j'ai parlé auparavant, on peut garder en tête que toute hyponatrémie chez la femme enceinte devrait faire rechercher des signes de prééclampsie et même potentiellement, en cas de prééclampsie avérée, peut-être instaurer une surveillance accrue au vu de l'association avec la sévérité de la prééclampsie. Mais ça, il n'y a absolument aucune recommandation spécifique à ce sujet pour le moment. Donc c'est juste en lien avec les deux études qu'on a dessus. Les autres particularités,
c'est qu'il y a une encéphalopathie liée à l'hyponatrémie qui est favorisée chez les parturientes, non pas à cause de la grossesse, mais parce que c'est majoré de manière générale chez les femmes en âge de procréer. En effet, le risque d'encéphalopathie hyponatrémique est augmenté de 28, le risque relatif est de 28 pour les femmes par rapport aux hommes et de 26 en préménopause versus post-ménopause. Donc de base, c'est un terrain à risque pour l'encéphalopathie. Le risque de convulsion est effectivement majoré par la prééclampsie également. Il faut également retenir absolument qu'en cas de convulsion chez une femme enceinte, même si on suspecte lié à l'hyponatrémie, il faut garder le sulfate de magnésium, dose de charge 4 grammes sur 20 minutes, de principe, même si on n'a pas l'impression qu'il y ait une prééclampsie, il n'y a aucun autre symptôme associé. Le risque de myélinolyse sans tropontine, il ne semble pas être augmenté chez la femme enceinte. Il y a cyclé de report isolés et souvent il y a des facteurs de risque avec, donc j'en parlerai pas plus. Pour finir le cas clinique, enfin, donc toujours cette dame de 32 ans qu'on a césarisée pour prééclampsie sévère avec anomalie du rythme cardiaque fœtal, qui avait une hyponatrémie qui était en réanimation. L'évolution a été favorable en réa, avec une correction contrôlée de l'anatrémie, une extubation à J2 avec une récupération neurologique complète. Sur le plan étiologique, on peut retenir une explication multifactorielle. D'abord, évidemment, la grossesse, donc on l'a parlé, qui est un terrain à risque par lui-même d'hyposmolarité, d'hyponatrémie. La prééclampsie, qui semble être associée à l'hyponatrémie également, par les mécanismes dont on a parlé auparavant. Et également deux facteurs qu'on a ajoutés suite à l'enquête étiologique réalisée en réanimation. Il y a probablement un gros déséquilibre entrée-sortie. Le mari avait confié à l'équipe de réanimation que la patiente avait énormément bu suite à un conseil de l'équipe paramédicale qui aurait dit qu'elle pouvait aller voir son enfant en réanimation une fois qu'elle aurait fait son premier pipi. Et également une atteinte potentiellement hypophysaire ou surinalienne associée chez une patiente chez qui le cortisol a été dosé à 43 nanogrammes par millilitre, soit des taux très faibles. Voilà, l'IRM était normal, donc on n'avait pas grand-chose. Et actuellement, c'est en cours d'investigation, elle a un rendez-vous à 30 minutes. Donc pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est que la parturiente, c'est un terrain exposé à l'hyponatrémie. C'est quelque chose de fréquent en salle de naissance, c'est 5%. Ça semble être 5% des parturientes en raison de nombreux facteurs favorisants. Il y a un risque de complication qui existe, qui est à la fois maternel et néonatal. Le premier facteur de risque, c'est le volume de soluté perfusée, excusez-moi, je dis perfusée, mais aussi les apports liquidiens de manière générale, PEROS. La prévention, c'est d'essayer de limiter les apports hydriques du péripartum et d'éviter au possible les solutés hypotoniques. La prise en charge est quasiment aspécifique, mais il ne faut pas oublier, garder toujours en tête la prééclampsie. Voilà, merci beaucoup.